Bonjour Céline Curiol. Bonjour Marie-Hélène. Merci de m'accueillir pour cet entretien au festival Le Livre à Metz pour évoquer avec vous votre essai Prendre la tangente qui a été publié aux éditions Actes Sud. Vous êtes ingénieure de formation, journaliste, mais surtout aujourd'hui écrivaine, essayiste, professeure et conférencière. Si j'ai souhaité vous rencontrer, c'est parce que votre ouvrage s'adresse à la jeunesse, une jeunesse souvent perdue, qui peine, en dépit de sa formation, de ses diplômes, à trouver un sens à la vie, un sens à sa vie, une jeunesse, on pourrait dire souvent désenchantée, et à laquelle vous vous adressez à travers des lettres. J'avais écouté la conférence que vous aviez donnée sur la dépression il y a quelques années, dans laquelle vous posiez la question fondamentale « Pourquoi vivre ?» Peut-on dire que la source de votre écrit réside un peu dans ce « Pourquoi vivre ?» et à partir de la lettre d'un étudiant que vous aviez reçu? Qu'est-ce qui vous avait marqué dans son contenu? Alors, ce qui m'avait marqué dans ce message de cet étudiant qui exposait le fait qu'il avait fait une école de commerce plutôt prestigieuse et qui venait de terminer cette école. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'il avouait être complètement désemparé et ne pas savoir qu'il voulait faire, d'être très angoissé par son avenir, d'être un peu paumé, comme on dit. Et ce qui m'a frappée, pour avoir moi-même fait, on va dire, ce qu'on appelle une filière d'élite, en fait, c'est que cet étudiant qui était très intelligent, a priori, qui avait plein de potentiel, qui avait fait des bonnes études, se retrouve dans cette position et je trouvais ça extrêmement triste, à la fois son désenchantement et cette certitude qu'il avait, assez irréelle, de ne pas pouvoir avoir une place dans la société. Alors que si on prend l'éventail des jeunes, il était plutôt quand même favorisé. Bien sûr. Pourquoi avoir choisi Prendre la tangente comme titre? Alors parce que je cherchais, un titre qui soit un peu évocateur, même très évocateur, et puis qui puisse correspondre à cette idée qu'à un moment, il faut peut-être, sortir, du système de pensée dans lequel on se trouve, peut-être aller voir ailleurs, comme on dit, pour pouvoir mieux revenir et pour pouvoir, prendre du recul, comprendre mieux ses désirs, ses possibilités, voilà. Donc essayer de trouver des chemins détournés, C'est ça, essayer d'inventer aussi son propre chemin, en fait, d'inventer sa vie. d'inventer sa vie. Les statistiques montrent que les cas de dépression ont connu un bond après la crise sanitaire, notamment chez les jeunes de 18-24 ans, avec un nombre d'épisodes dépressifs qui a presque doublé, soit environ un jeune sur 5 impacté par un épisode dépressif en 2021, et avec une profonde incertitude par rapport à l'avenir, avec des questions récurrentes. Vais-je avoir mon diplôme? Vais-je pouvoir suivre les cours? J'aimerais savoir si vous pensez que la seule Covid-19 soit responsable de cet état de fait, ou est-ce que c'était déjà latent avant? Alors, je suis pas spécialiste. Votre regard, Ce que je constate avec les étudiants que je côtoie, c'est qu'effectivement, la crise sanitaire a eu vraiment un effet sur les jeunes parce qu'ils ont dû, faire tous ces cours en ligne, être vraiment coupés d'une sociabilité, qui était quand même importante, en particulier à leur âge. Ensuite, je pense que, ça se passe pas d'un seul coup, hein. C'est des choses qui étaient peut-être, déjà présentes avant, qu'on est quand même dans un moment où à la fois il y a des choses inquiétantes qui se passent. Les jeunes sont beaucoup, sur les réseaux sociaux, à suivre les informations qui sont de nature, assez anxiogène et ça depuis un certain temps. Mais je me dis que la génération, donc j'ai presque 50 ans, était peut-être, finalement plus innocente, plus coupée d'un certain nombre de choses et il y avait peut-être plus de latitude pour, avoir des utopies, hein, Oui. sur ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait Rêver, changer, avoir un peu rêver, oui, voilà. rêver. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un réel qui est extrêmement présent et ça se sent, alors là, je un peu une digression, mais ça se sent aussi, dans la littérature finalement, où la littérature, et beaucoup à scruter le réel. Moi-même, hein, j'ai écrit une livre là-dessus, et où finalement on se dit ah où est l'imaginaire, hein, et moi je me rends compte aussi avec les étudiants, l'imaginaire il a du mal à travailler Parce qu'on est beaucoup dans le réel, en fait. parce qu'on est beaucoup dans le réel, Dans parce l'info que continue. l'info continue, tout ce qui est des séries sont extrêmement réalistes. Alors ok, il y a l'heroic fantasy, il y a des choses, mais c'est aussi très formaté comme imaginaire. En exergue à votre ouvrage, vous citez Merleau-Ponty. Ce n'est pas un être positif, mais un être interrogatif qui définit la vie. Pourquoi avoir choisi cette citation?
Parce que, pour ma part, je pense que j'ai développé une certaine, pratique du questionnement, aussi bien dans mon travail d'écriture, c'est très important, comme, moteur de récit, comme moteur de poésie, le questionnement. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être, la jeunesse, c'est l'âge des certitudes et l'âge plus avancé, on se rend compte qu'on sait assez peu de choses finalement et qu'on toutes nos représentations, à un moment, il faut les remettre en jeu. Et ça, c'était aussi une leçon de la dépression, de se rendre compte que la dépression, elle est aussi causée par un refus du changement, un refus de l'adaptation. On voudrait que les choses soient d'une certaine façon et elles ne le sont pas. Et on veut se battre contre ça. Finalement, la nature, qui est une grande maîtresse au sens d'enseignement, nous dit bah non, en fait, pour survivre, il faut s'adapter. Et je pense que le questionnement est un bon outil pour faire cette adaptation, c'est-à-dire ne pas être figé dans des postures, dans des idéologies, et toujours se dire mais vraiment je pense ça, mais est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Et c'est pour ça que pour moi la littérature c'est quelque chose de merveilleux parce que ça permet de rassembler des points de vue. Ça permet, moi aussi quand je travaille des personnages, ça m'intéresse pas de faire des personnages à mon image. Hein, j'ai envie d'aller chercher pour justement aussi questionner qu'est-ce que ça peut être d'être cette personne, de voir les choses comme ça. C'est pour ça que moi je suis toujours un peu effrayée par les débats politiques, parce que je trouve que ça nécessite une prise de parti, de position qui me semble d'une très grande rigidité. Oui, rigide, oui. Et que je me verrais pas du tout dans ce rôle-là. Oui, voilà. Oui. Et il y a un manque de lâcher prise, du coup, parce qu'on veut absolument quelque chose et cette chose n'est pas forcément atteignable. Ou alors il faut trouver le bon moment pour que ça arrive. Oui. Et que c'est peut-être pas le bon moment. En fait, exactement. Et donc, du coup, on peut en rater. Il y a un opportunisme, mais dans le meilleur sens du terme, où on se focalise, on se dit oui, il faut que je fasse ça, il faut que j'ai ça. Et en fait, finalement, la vie, elle est là. Et peut-être qu'il faut savoir travailler un peu comme les autres êtres vivants, finalement, avec ce qui nous est donné. Prendre la tangente. Dans votre essai, on trouve c'est tout juste diplômé d'AgroParisTech en 2022. J'ai regardé la vidéo, donc qui s'engage sur une voie non attendue. Et tant pis pour la prise de risque, hein, puisqu'ils le disent très clairement. Mais on y trouve aussi ceux qui doutent de pouvoir trouver leur place dans un système ou ceux qui sont en quête de vérité. Vous écrivez la vérité ne répond à aucun ordre. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus à ce sujet? Finalement, on peut décider d'avoir raison. On peut se dire là, je suis dans le vrai. Et finalement, la vérité, elle nous échappe toujours. Hein. On peut lui ordonner, on peut vouloir que ça, ce soit la vérité. Par exemple, dans le cas des étudiants ou même dans mon propre cas, quand j'étais plus jeune, je voulais me convaincre que ingénieur, c'est ma vérité. Mais à un moment, ça craque, ça ne fonctionne plus. Donc la vérité, elle va s'imposer un peu à notre insu. Est-ce qu'on va savoir l'accueillir? Ou est-ce qu'on va vouloir continuer à s'y opposer pour imposer ce qui nous arrange à un moment donné? Bien sûr. Alors, on voit que le combat est au cœur du système professionnel, hein, combat pour trouver un emploi, être meilleur que son voisin, combat entre les collègues, mais la caractéristique d'être gentil dans un monde destructeur, ça, c'est plus compliqué à vivre. En quoi les notions de confiance en soi et de confiance en l'autre peuvent-elles encore exister dans la société? Alors, moi, il me semble qu'on parle beaucoup de la confiance en soi, c'est très bien, hein, mais j'ai toujours un petit peu de mal avec cette notion par rapport à l'idée de soi. Finalement, quand on dit « aie confiance en toi », moi je me dis « mais qui suis-je » Je suis quelqu'un qui est en changement, en évolution, qui est influencé. Donc, en quoi exactement je dois avoir confiance, en fait? Est-ce que c'est mes capacités? Et je trouve que la confiance en l'autre, elle est beaucoup moins mise en avant, alors qu'elle me semble beaucoup plus essentielle aujourd'hui. Je me rappelais, j'avais lu une étude, un sondage où on demandait au public de classer quelles sont les personnes auxquelles vous faites le plus confiance. Alors, il y avait vos parents, vos enfants, votre oncle, et puis il y avait l'inconnu. Et l'inconnu arrivait toujours en dernier. Forcément. Forcément. Alors que justement, je crois qu'il faut, d'après mon expérience, avoir aussi confiance en l'inconnu. Et il me semble qu'on a une époque où on est dans une méfiance extrême vis-à-vis de l'inconnu, alors que les inconnus, ils peuvent nous sauver finalement. Hein, et que être l'inconnu de l'autre, ça peut être aussi quelque chose de merveilleux. Laisser place au hasard de la rencontre. Exactement, et qu'on peut être aidé. Et voilà, la confiance en l'autre, c'est aussi qu'est-ce que je peux donner moi aux inconnus. Est-ce que
on est dans des systèmes tellement codés, tellement institutionnalisés, que je trouve qu'on en perd une forme de solidarité spontanée. Oui, c'est la méfiance. Hein. C'est la méfiance, La exactement. méfiance. Peut-être aussi parce qu'on a été trahi à un moment donné et que du coup, la confiance en l'autre est beaucoup plus compliquée. Difficile, oui. Mais pour ces jeunes, c'est difficile d'aller vers le monde du travail en ayant confiance en ces autres qui vont trouver. Bien sûr. Ça fait un paquet de choses, en fait. Hein. Des choses qui sont angoissantes. Alors, vous évoquez aussi ce monde qui ne connaît que la vitesse. Et vous parlez des vertus de la lenteur sans pour autant être passif. Après quoi court-on aujourd'hui? C'est une bonne question. Eh ben, je me demande. Je pense qu'on court après tous les possibles qu'on nous incite à désirer. Hein. On est en permanence sollicité. Il faut faire tel événement, telle chose, tel cinéma, telle rencontre. Je pense qu'on est très, très sollicité commercialement. Et donc, tout ça incite à vouloir aller vite pour pouvoir avoir le plus possible de choses, d'expériences, de diversité. Et voilà, peut-être qu'on a peur de rater finalement. Et je crois que dans la lenteur, il y a vraiment... en tout cas, moi, je l'ai appris de force, parce que j'étais quelqu'un qui aimait aller vite. Et je me suis rendu compte que l'écriture, par exemple, elle ne peut se faire, à mon avis, que dans la lenteur. Qu'avec le temps, en fait. Avec le temps, exactement. On a besoin de temps pour écrire, besoin de temps pour se concentrer. Et puis enfin, vous évoquez le doute qui peut encombrer et paralyser, mais qui fait aussi naître l'avenir. Quelle est, selon vous, la part de l'intuition dans tout ça? Alors, ça dépend ce qu'on entend par intuition. Moi, je dirais peut-être le mot de vocation, même si c'est peut-être un mot dans lequel tout le monde ne se retrouve pas. Mais il me semble que quand on a un désir de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, il n'y a rien de pire que ce désir soit sapé, en fait, qu'on nous dise c'est pas possible, parce que c'est seulement avec ce désir qu'on va aller à la rencontre des autres, du monde, se coltiner à une tâche, se coltiner à un défi. Donc ça me semble... L'intuition, c'est aussi oser aller vers la personne qu'on sent, ou c'est ne pas ne pas se bloquer parce qu'on se dit il faut faire ci, il faut faire ça, mais plus avoir l'instinct, en fait, de se dire oui, j'ai envie de rencontrer cette personne-là. Oser, en fait, oser, c'est oser aller vers l'inconnu. Hein. Aller vers l'inconnu. Oser aller vers l'inconnu. À cette jeunesse désenchantée, le texte de Rainer Maria Rilke que vous citez et qui vous avait bouleversé lorsque vous aviez leur âge, peut-il être synonyme d'espoir? J'espère, parce que quand même, malgré tout, malgré toutes les catastrophes qu'on nous annonce, par rapport à l'histoire de l'humanité, on est quand même sacrément chanceux. Si vous pensez comment la majorité des gens vivaient, par exemple, au Moyen-Âge, si vous n'aviez pas la chance d'être né au bon endroit, au bon moment, vous passiez pas forcément une vie très plaisante. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut avoir conscience des problèmes, mais je trouve qu'il faut aussi avoir conscience de nos chances et aussi se mobiliser, faire honneur à ces opportunités qui nous sont données, malgré tout, même si on est peut-être un peu, désenchanté. Oui. Accepteriez-vous de lire comme un message qui leur serait adressé cet extrait du texte de Rainer Maria Rilke, qu'on retrouve d'ailleurs dans votre ouvrage? Nous n'avons aucune raison de nous méfier du monde, car il ne nous est pas contraire. S'il y a des frayeurs, ce sont les nôtres. S'il y a des abîmes, ce sont nos abîmes. S'il y a des dangers, nous devons nous efforcer de les aimer. Si nous construisons notre vie sur ce principe, qu'il nous faut aller toujours au plus difficile, alors tout ce qui nous paraît encore aujourd'hui étranger nous deviendra familier et fidèle. Merci beaucoup Céline Curiol. Alors je rappelle que votre essai Prendre la tangente est publié aux éditions Actes Sud. Je vous remercie pour ce joli message à destination des étudiants, puis à destination aussi des adultes qui peuvent aussi puiser une forme de philosophie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.